Elle est financée donc par la société Guinée Gaz avec une capacité de production de 1500 tonnes. Plus de 500 morts et des dégâts matériels importants. La Guinée se souvient de l'agression portugaise du 22 novembre 1970. Une conférence de presse a été organisée par le PDG RDA pour marquer cette page douloureuse. Conakry va abriter le premier festival international de danse latine. C'est du 23 au 25 novembre. Des cours de danse et soirées seront organisés un peu partout dans la capitale. Les grands danseurs de salsa, pachata et kizomba se préparent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce message départ à son Excellence M. Michel Aoun, président de la République libanaise Beyrouth. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République libanaise, j'ai l'immense plaisir et une grande joie d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple et au gouvernement libanais mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même louons et apprécions les efforts consentis par votre gouvernement pour maintenir l'équilibre social, la stabilité et la concorde nationale. C'est le lieu de vous exprimer toute l'importance que j'attache au renforcement et à la diversification des liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération unissant nos deux pays. Je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi au Palais Sékou-Touré sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le rétablissement de l'ordre sur l'axe routier fortement perturbé ces derniers temps. Bernard Tunguino commente le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Nous allons dans un instant partir avec la session du Conseil des ministres, la session ordinaire du Conseil des ministres donc tenue ce jeudi au Palais Sékou-Touré sous la haute autorité du chef de l'État. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Nous allons donc suivre le reportage ou le compte-rendu de Bernard Tunguino. Cette session ordinaire s'ouvre par la question relative à la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens sur certains axes routiers de Conakry. Une priorité gouvernementale matérialisée par le déploiement de plusieurs points d'appui sur la route Le Prince. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a fait un large commentaire sur les motivations, les objectifs et les modalités de mise en œuvre du programme de lutte contre le banditisme et la grande criminalité initié par le gouvernement pour assurer dans la ville de Conakry la sécurité des populations et de leurs biens. Ce qui explique le déploiement des forces de sécurité appuyées par les forces de défense dans les zones réputées dangereuses pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans cette perspective, il a invité les ministres concernés à prendre des dispositions appropriées pour élargir les patrouilles à toutes les communes de Conakry en vue de restaurer dans la capitale guinéenne et plus tard à l'intérieur du pays un climat de sécurité, de sérénité et de confiance. Après que le Conseil se soit félicité du déploiement des forces mixtes de police, de gendarmerie et de l'armée dans certains quartiers de la capitale où l'insécurité avait atteint des proportions élevées, le président de la République a rappelé les rôles constitutionnellement dévolus aux services, aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la protection des citoyens et de leurs biens, le maintien de l'ordre public et la défense de l'intégrité territoriale. Il a instruit le gouvernement du maintien des dispositifs déployés dans ces zones tout en précisant que le maintien d'ordre reste du monopole de la police et de la gendarmerie, les forces de défense appuyant ces deux corps en cas de nécessité lors d'opérations nocturnes de répression du grand banditisme. Le chef de l'État a invité le gouvernement à nouer partout des contacts suivis
et à établir un dialogue constant avec les notabilités, les leaders d'opinion, les associations de jeunes et de femmes, soucieux de promouvoir la paix et le développement économique et social équilibré de notre pays. Il a rappelé ces directives relatives à la communication gouvernementale qui doit intégrer la diffusion de vraies informations autour du bilan du gouvernement tout en fournissant à l'opinion des données chiffrées mettant en évidence les efforts fournis ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté, la réduction de l'inflation, la promotion des secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture. Le président de la République a demandé au gouvernement d'œuvrer à la promotion de l'actionnariat guinéen au sein des entreprises, y compris dans le secteur minier, tout en accordant une attention particulière aux congés fiscaux accordés à certaines sociétés, au régime et conditions de sous-traitance, ainsi qu'à la sécurisation des sites miniers. Le chef de l'État a instruit le ministre du Commerce de renforcer le contrôle de qualité des produits de consommation en vente sur les marchés afin de protéger la santé des populations en les préservant d'aliments et de médicaments périmés. Il a demandé aux départements concernés de mettre en œuvre un plan d'urgence de mise en place d'un dispositif basé sur une réforme des institutions de contrôle, une remise à niveau, un rajeunissement du personnel et une clarification des rôles respectifs des structures chargées du contrôle de la saisie et des poursuites. Après le compte-rendu du conseil interministériel fait par le Premier ministre, plusieurs autres communications sont faites par les chefs de département. Le ministre de la fonction publique s'est prononcé sur le projet de loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales. Au titre des projets de décret, le ministre de la Jeunesse a présenté 2 projets de décret relatifs à la réglementation de l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Il a rappelé que le Conseil des ministres, en sa session du jeudi 7 mai 2015, a adopté et transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée. D'après le ministre, le volontariat national de la jeunesse peut s'effectuer auprès de toute structure d'accueil dont les activités d'intérêt général concourent au développement économique, scientifique, technologique, culturel, social, humain, environnemental ou institutionnel de Guinée en promouvant les valeurs de solidarité, de patriotisme en vue de créer une véritable synergie favorable au développement. Il a rappelé qu'à cet égard, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu promulguer par le décret du 4 juin 2015 la loi votée par le Parlement portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée. Sous réserve de la prise en compte des observations énoncées, le Conseil a recommandé l'adoption de ces 2 projets de décret réglementant l'exercice du volontariat national jeunesse en République de Guinée. Le ministre des Mines et de la Géologie a présenté une communication relative au projet intégré d'exploitation des bauxites, d'une raffinerie d'alumine et de construction d'une infrastructure ferroviaire par la société minière de Bokeh SMB et ses partenaires. Autre projet de décret, celui du ministre des Transports portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de régulation des transports fluviaux maritimes. En considérant les exutoires portuaires envisagés par les miniers, le ministre a cité 4 corridors émergents. Le corridor vers le port maritime de Kamsar, où sont déjà installées les sociétés CBG et GAC. Le corridor en direction des ports fluviaux sur le Rio Nunez, avec 2 plateformes portuaires existantes, Dapilon et Katougouma, de la société SMBUS UMS Winning, sur lesquels plusieurs projets miniers souhaitent se développer. Le 3e corridor est celui des ports maritimes du secteur du Cap-Verga, où s'est située la société, où s'est installée la société Bel Air. Et le 4e corridor est celui qui est en direction du port de Kokaya, dans la région de Boufa. Dans cette dynamique, le ministre a noté que plusieurs groupes miniers ont opté pour le transport fluvio-maritime en vue de charger leurs navires qui sont stationnés dans les espaces maritimes contigus aux embouchures des fleuves Nunez dans la préfecture de Bokeh et Fatala dans la préfecture de Boufa. Au titre des questions diverses, le secrétaire général du gouvernement a informé le Conseil du lancement ce jeudi du Tour cycliste international de Guinée dans la commune urbaine de Kissidougou. La compétition connaît la participation de 8 équipes étrangères et 2 équipes guinéennes. Un tour cycliste qui prendra fin à Conakry le dimanche 25 novembre 2018.
Direction région administrative de Boké, où le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre d'une unité de production de gaz butane. C'était hier. Cette usine aura une production annuelle de 1500 métriques tonnes. Au même moment, professeur Alpha Condé a inauguré le centre des opérations de navigation maritime de Kamsar, une infrastructure réalisée par le consortium SMB. Il a mis l'occasion à profit pour visiter le champ de riz de Denkin. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, en séjour de travail à Boké, a inauguré le centre de contrôle des opérations de Kamsar de SMB Winning Consortium. Initié et financé par le consortium SMB, ce centre vient ainsi renforcer le niveau de contrôle des opérations de la société minière de Boké. Pour faire de Kamsar un hub, c'est-à-dire des voitures qui reviennent vite, vont amener des conteneurs pour la Guinée et les différents pays voisins. Le conteneur viendra en Guinée moins cher et on fera le transportement pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc., Libéria, etc. Et aussi faire venir un certain nombre d'usines pour nous, mais aussi au lieu que les gens aillent acheter des usines en Chine, il faut les acheter ici puisque les usines peuvent être transformées à très bas coût. C'est ça la zone économique, couplée avec la zone agro-business que nous sommes en train de faire avec la banque. Nous voulons que tous les miniers fassent la même chose, c'est-à-dire qu'ils investissent non seulement dans la production, mais aussi dans l'immobilier, mais aussi dans l'accompagnement de nos paysans. Mais ensuite, surtout, passer au stade de l'alumine. Ils vont commencer la production du chemin de fer l'année prochaine afin de pouvoir transporter, faire l'alumine. Parce que nous ne voulons pas être seulement exportateurs de bauxite. Nous voulons exporter une partie de nos bauxite brut, une autre partie en alumine, en attendant que ce soit en aluminium avec TVA. Le chef de l'État a aussi procédé à la pose de la première pierre du centre principal de stockage de gaz butane, ici à Douboula. Financée par la société Guinée Gaz, cette infrastructure coûtera plus de 26 millions de dollars américains pour une capacité de production de 3000 mètres cubes. Ce projet se fera par la construction d'un centre amplisseur. Ce centre amplisseur de dernière génération aura une capacité de production de 1500 tonnes métriques. Et ce produit sera stocké, n'est-ce pas, dans des réservoirs cylindriques, comme on l'appelle nous en jargon technique, des cigares. Il y en aura 12 et les 12 réunis auront une capacité, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, de 1500 tonnes de gaz butane. Ce centre principal de stockage de gaz butane permettra de réduire la consommation du charbon pour une protection de l'environnement. Cette infrastructure ayant une capacité de 3000 mètres cubes de stockage, première du genre en Guinée, sera avitaillée par des tankers gaziers de notre partenaire stratégique. La société Litesco, filiale du géant pétrolier russe Lukoil SA. Sa mise en service mettra fin au système précaire de rotation de camions-citernes provenant des pays voisins, synonyme de pénurie pouvant survenir à tout moment. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ouvrage dont vous allez procéder à la pose de la première pierre est le début de la mise en œuvre d'un programme d'équipement constitué en plus de dépôts de gaz de 25 centres emplisseurs de gaz butane à implanter dans toutes les communes urbaines du pays. D'un parc de 10 camions-citernes d'une capacité de 60 mètres cubes chacun, d'un lot de 5000 bouteilles de différentes tailles de gaz butane et 25 véhicules palettisés de transport sécurisé de bouteilles de gaz butane. A précisé que Guinée Gaz est une filiale de la société Kerkop pour l'investissement qui est en partenariat avec l'Itasco, filiale du groupe Lukoil russe. Après plus de 10 ans passés en Mauritanie, la Guinée est le deuxième pays d'intervention de SKI en Afrique de l'Ouest. Et Guinée Gaz entend développer une politique commerciale en faveur des populations. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, lui a rappelé les conséquences de la coupe du bois sur l'environnement avant d'indiquer que l'objectif du gouvernement est de doter chaque foyer de gaz et à un prix abordable. C'est pourquoi il a fait savoir que le prix d'une bouteille de gaz ne va pas dépasser 100 000 francs guinéens.
Nous sommes heureux de la pose de la première pierre de l'usine Guinée Gaz, car nous savons les conséquences sur notre écosystème des coupures de bois pour la cuisine. Donc il est extrêmement important que nous protégeons la forêt. Mais nous ne pouvons pas protéger la forêt si nous ne mettons pas à la disposition des ménagères, particulièrement des femmes, les moyens de faire la cuisine. Pourquoi nous sommes très heureux de la connaissance de cette usine. Notre objectif est de faire en sorte que tous les foyers de Guinée puissent être dotés de gaz. Dans un premier temps, gaz butane, mais il faut dépasser le gaz butane pour arriver au gaz de ville, que les gens reçoivent exactement comme ils reçoivent l'électricité. Aussi l'objectif, ce n'est pas seulement d'arriver à 50% du prix, mais d'arriver à un tiers. Aujourd'hui, je crois que le gaz coûte 290 000. Il faudrait qu'on arrive au maximum à 100 000 francs guinéens afin que toutes les familles puissent avoir accès au gaz. Donc c'est un défi et nous espérons que vous serez relevé ce défi. Na fafi premier posé un truc fait, bah wa que c'est fait, on ouvre un kabama, on a ouvert kaba kabu, on a tapé le désert là. Donc l'usine, à femme de gaz là, on essaye ma, on mou yégué ton gomme au gaz dans ton gomme. Que na fa, faut gaz ça ira gronder han akuto, hali c'est allé no gaz salade. Nana falare to au moukourma moitié prix regardez on va gros un tiers du prix ça dit gaz bouteille na belibina dans 100 000 là mais la pharmacie moi faut on a dans Guinée là on a gaz de ville ça dit gaz ça va faire il y a le courant femme qui n'a vraiment on a forêt pour te aider parce que la Guinée bila colon on t'en a château de l'Afrique donc il go on connaît haouri mo sege on va finalement le désert à le Sahara. Donc plus on a usine de gaz à la Mima, plus on a ma forêt sauvegardée. Donc nous félicitons et villageurs femmes à tirer au Royaume-Uni, ou la Mali. Il n'a pas cette idée il a mené à Mali. Donc à Saint-Bernard, on a fait des enfin non. Afin un erreur ma forêt sauvegardée, à côté de la forêt, tu n'aimes pas on a ma vidéo. Afin de on va toro fait café yégué ça fait marketing asarande khali toro miri c'est tari kano gaz tungere habangé ano c'est une des gaz là parce que gano ma fait goge na fande uma donc on va comprendre usine natima ana fa nous sera na fait feeling on va gaz to woni uma forêt fanga sauvegarder wa colombe région minière nara donc be on a mo forêt sauvegarder dangi le birina parce que la forêt menace non au monde va éviter or la Guinée c'est un peu renard donc je félicite nos amis de Guinée Gaz et j'espère que l'usine sera rapidement fonctionnelle parce qu'en Guinée pendant la saison sèche on travaille 24 heures sur 24 en 3 cycles de 8 heures donc j'espère que vous allez faire la même chose pour que la durée ne dépasse pas un tiers du temps prévu. Spécialiste dans l'importation, le stockage et la distribution de gaz butane, Guinée Gaz prévoit la décentralisation de ses activités dans les communes du pays avec à la clé la création de plus de 700 emplois directs et indirects. Comme pour lier l'utile à l'agréable, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu à Denké. Ici, le chef de l'État a visité le premier champ de riz de plus de 1000 hectares et un deuxième de 2000 hectares pour une production annuelle de plus de 3000 tonnes. Professeur Alpha Condé a aussi visité la rizerie installée ici pour aider les paysans de la zone. Le volume, ça dépend des variétés comme chose. On peut avoir 1000, 2000, 3000 tonnes par récolte. Ça dépend de la variété parce que j'ai fait toutes les variétés ici, même le riz parfumé. Mes ambitions, c'est augmenter la production et puis nourrir toute la Guinée avec les 300 000 tonnes de déficit avec nos 5 rizeries. On pourra combler la totalité. Donc je suis content de la visite du président et vous avez suivi son discours. Il a raison. C'est la terre là qui ne ment pas. Ici, chaque année je peux le faire. Mais les mines, ça s'en va. Donc ici, chaque année, je peux le faire. Donc c'est ça l'avenir de la Guinée. Et puis si vous avez tous les emplois, que un métier ou pas, vous avez l'emploi. Tout le monde a son emploi ici. La femme, les jeunes, les conducteurs, les techniciens, les ingénieurs. Chacun a sa place ici. C'est un président de la République visiblement satisfait qui a quitté ses compatriotes de la région de Boké.
Et voilà, nous restons dans la région. Remise officielle de la route pavée Boké-Katouguma par le président de la République, on en parle. L'ouverture de cette route d'entente suscite assez d'engouement chez les bénéficiaires et les désenclave les zones de production. Les populations de Boké témoignent de leur gratitude au chef de l'État. Images et témoignages dans ce reportage signé Valérie Talimané. Dans un passé récent, cette route de plus de 16 km qui relie la localité de Baralandé à celle de Katouguma à Boké constituait un véritable calvaire pour les populations riveraines. Aujourd'hui, cette situation n'est qu'un lointain souvenir. Le désenclavement de la route Boké ou Baralandé Katouguma est salutaire parce que avant on pouvait faire 3 heures de temps dans le tronçon Boké Baralandé Katouguma, mais aujourd'hui on ne peut faire que 30 à 40 minutes. Deuxièmement, le drainage des denrées alimentaires de Kaboy, Katouguma, Katere pour Boké-ville, vraiment tout est facile. Baptisée route de l'entente, cette infrastructure devra ainsi faciliter l'acheminement des produits locaux des villages vers les centres urbains. Une action mise en œuvre par la SMB pour accompagner les agriculteurs et accroître leur rendement. Cette route aussi fait partie d'une route de la CEDEAO qui va jusqu'en Guinée-Bissau, jusqu'au Sénégal, jusqu'en Gambie. Donc c'est une grande joie que la population paysanne, nous sommes qui s'embrouchent, qui nous avons aujourd'hui pour que, comme le président a accepté aussi, de faire l'ouverture de cette route, peut-être ça va pousser les autres aussi, de faire comme ça ou plus que ça. Fabriqué à base de ciment hydraulique et importé de la Chine, ces pavés résistent au poids du tonnage des camions. Hier, quand tu quittes à Boké, à Kabo et jusqu'à Boké, arriver ici, il faut que tu cherches de l'eau pour se laver, pour que tu puisses s'en sortir, quoi. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis comme ça. Vous voyez, je quittais à Kabo comme ça. Je n'ai même pas de poussière. Entièrement financé par le consortium de la société minière de Boké Winning, à hauteur de 7 millions de dollars, la construction de cette route marque le point de départ d'une nouvelle stratégie pour le consortium. Une stratégie visant à favoriser la réalisation prochaine de plusieurs infrastructures, notamment d'un chemin de fer de plus de 100 km pour le transport de la bauxite et la construction d'une raffinerie d'alumine dans la préfecture de Bofa. À Conakry, adoption du volet recettes du projet de loi de finances initiale de 2019 par l'Assemblée nationale. L'objectif est de permettre au gouvernement de mobiliser des fonds pour répondre aux besoins des populations. Les différentes régies financières doivent mobiliser plus de 19 000 milliards de francs guinéens. Abdoulaye Diallo. Après les travaux en commission et en intercommission, les élus du peuple adoptent à la majorité le volet recettes du projet de budget 2019. Pour cette année, les régies financières de l'État doivent mobiliser une recette totale de plus de 19 000 milliards contre 16 000 milliards l'année dernière, soit une hausse de 16,27%. Je crois que c'est une étape importante qui est déjà franchie et nous attendons le passage des différents départements ministériels pour expliquer leur budget et que le volet dépenses aussi va recevoir l'approbation des honorables députés. L'objectif du gouvernement est d'éradiquer la pauvreté dans ce pays. Et cela ne peut se faire que par la mobilisation de ressources substantielles en faveur des secteurs sociaux. Un budget s'exécute en recettes et en dépenses. Il s'agit de mettre en œuvre tout ce qui est inscrit dans le budget sur la base des recettes mobilisées. Pour atteindre cet objectif, les parlementaires recommandent à l'exécutif la mise en application de la loi organique relative à la gouvernance financière des établissements publics.
Il faut élargir la base de l'assiette. Aujourd'hui, c'est le secteur formel qui est en train d'être fiscalisé plus fort. Or, trop d'impôts tuent l'impôt. Ils sont en train de voir, autrement dit, c'est comme si vous avez une vache laitière qui produit bien du lait, vous vous apaisantez sur celle-là, elle finira par mourir. Aujourd'hui, l'économie est étouffée. On est en train de faire la pression fiscale sur ceux qui sont dans le secteur formel. Or, il faut aider le secteur formel et informel à être formel. Et deuxièmement, c'est le secteur privé qui doit créer de l'emploi, ce n'est pas l'État. Tant que la situation sociopolitique reste tendue, comme on aime à le dire, l'argent n'aime pas le bruit, les investisseurs ne viendront pas. S'il y a accalmie, si nous vivons en paix, si les opérateurs économiques sont sécurisés et qu'on améliore la garantie de leurs investissements, on leur crée un environnement propice à l'investissement, le gouvernement arrivera en loi de finances rectificative avec une amélioration de ses recettes. Pour 2019, les projections budgétaires reposent sur la volonté du gouvernement de préserver les équilibres macroéconomiques tels que négociés avec les bailleurs de fonds soutenus par la facilité élargie de crédit FEC. Dans l'actualité encore, réunion de concertation à la haute autorité de la communication. Elle a regroupé les partis politiques, les acteurs de la société civile, les syndicats et les responsables des médias. Il a été question du contenu des messages véhiculés dans les médias. La démarche de la HAC vise à mieux sauvegarder la paix et la cohésion sociale. Fatima Touyalou a suivi la rencontre. Depuis quelques semaines, la Guinée traverse des troubles sociaux. Face à la situation, la haute autorité de la communication échange avec les partis politiques, la société civile, les syndicats et la presse. Ceci pour amener les acteurs sociopolitiques à soigner leurs messages dans les médias. Soucieuse de préserver la quiétude sociale, l'institution de régulation des médias appelle à plus de responsabilité. Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Or, il y a la loi 037 sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère privé qui sanctionne un certain nombre de comportements que nous voyons proliférer depuis quelque temps. Il faut que les uns et les autres acceptent le fait que les journalistes critiquent, dénoncent et tendent leur micro à ceux qui ont d'autres points de vue. Ils doivent le faire de manière professionnelle et responsable et dans le respect des lois et règlements en vigueur. La liberté de la presse est une réalité dans notre pays. En conséquence, le fonctionnement des médias doit se faire sans pression et sans menace aucune. S'abstenir de tout acte susceptible d'entraver le travail des journalistes, c'est l'autre question abordée durant cette retrouvaille. Les professionnels de l'information et de la communication espèrent travailler dans un climat apaisé, surtout en ce moment critique. La RTG a pour principe de ne jamais participer à l'alimentation des crises. Nous n'alimenterons pas les crises. Ça ne fait pas partie de notre mission. Et nous continuerons à exercer de cette façon-là. Nous sommes prêts à prendre des cours si besoin est, mais personne ne nous déviera de cette ligne-là. Parce que nous la trouvons responsable, suffisamment responsable. La deuxième chose, j'ai entendu des inquiétudes qui ont été exprimées ici par certains acteurs politiques, aussi je crois de la société civile. Je voudrais rassurer que la RTG, en tant que média de service public, est à la disposition de tous les Guinéens. Échanger sur la meilleure façon de communiquer pourrait atténuer les discours musclés de certains communicants des formations politiques. Le PDN est résolument engagé depuis toujours sur ce chantier. Si vous constatez les différentes plaintes portées contre les auteurs de propos incendiaires sur les réseaux sociaux par le balai citoyen, le PDN n'a jamais été ciblé parce que nous faisons l'effort de discipliner, de former nos communicants et nous continuerons à faire ce travail. Tous les partis politiques ont leur cellule de communication
nous informons au cours de toutes les instances du parti et des différents partis politiques à tous les niveaux et au niveau de toutes les régions du pays pour que militants et responsables puissent continuer comme une culture quotidienne la paix, l'unité nationale, afin que nous puissions faire bâtir une famille une et indivisible, afin que nous permettions le développement réel du pays. La haute autorité de la communication invite les médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement et la diffusion des informations pour apaiser le climat social. Un fauteur de troubles vient de tomber dans les filets des brigades anticriminalité BAC. Le présumé malfaiteur est accusé d'avoir mené de nombreuses opérations à Conakry et à l'intérieur du pays. Il a été présenté ce jeudi à la presse. Reportage Alpha Isiagaba, Mamadou Alpha Baldi. Cette arme de fabrication locale est retrouvée dans les mains de ce jeune d'une vingtaine d'années. Le jeune Hamidou a été arrêté ce mardi au quartier Cimenterie dans la préfecture de Dubreka. C'est un coup de filet réussi de la brigade anticriminalité numéro 2. C'était à 0 heure. Et vous savez que c'est dans le cours des manifestations, bien entendu, puisque vous savez qu'après les manifestations de journée, la nuit est réservée normalement aux unités de BAC. Pourquoi? Parce que maintenant, le terrain est laissé à ceux qui commettent des actes de crime, des actes de brigandage, des actes d'attaque à main armée. Et c'est donc pour cela qu'après 19 heures, c'est les BAC qui rentrent en action. Et c'est au cours de cette mission des BAC que justement la BAC 2, numéro 2, a donc procédé à l'interpellation de cet individu. Je suis conducteur de moto-taxi. D'ailleurs, les bandits m'ont volé 2 de mes motos. C'est pourquoi je suis allé au village à Mamou pour me procurer de cette arme pour me défendre en cas d'attaque. Selon la police, ce sont ces armes qui sont généralement utilisées dans les différentes manifestations politiques et sociales en Guinée. La BAC ne compte pas s'arrêter là. Cette arme que vous voyez, qui est donc la fabrication locale, dont la manipulation est très simple, très facile et très rapide. Il suffit de mettre là, tout de suite, vous avez tout de suite le canon qui s'ouvre. Et là, vous mettez la cartouche là-dedans et c'est vite fait. Vous avez la cartouche ici qu'on a saisie avec lui et qu'on met dedans et tout de suite, ça y est, c'est parti. Donc, le jeune homme, facilement dissimulable cette arme. Voilà pourquoi c'est bien prisé par les jeunes bandits. Nous avons reçu donc des consignes très fermes, des instructions fermes de monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et là, je crois que nous n'allons pas blaguer avec. Les services de sécurité se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous ces hors-la-loi. L'objectif est de lutter considérablement contre le grand banditisme et la criminalité dans la cité. L'autre image de l'actualité nationale, page souvenir, nous sommes le 22 novembre 2018, à la même période, en 1970, la Guinée a été victime d'agressions portugaises, terreur dans la capitale et les préfectures de Kounda et Gawal, plus de 500 morts et des dégâts matériels importants, mais la horde barbare a été vaincue par le vaillant peuple de Guinée. Rappel de cette douloureuse histoire avec notre reporter Mangafo Détouré, regardez. Le 22 novembre 1970, la Guinée venait fièrement de célébrer le 12e anniversaire de son indépendance. Après plusieurs tentatives de déstabilisation, le jeune État est surpris par un débarquement militaire. Des mercenaires lourdement armés attaquent les points stratégiques de la capitale, comme les camps Samori et Boiro, l'aéroport, la station de distribution de l'énergie, pour ne citer que cela. Conakry est dans la terreur. Conakry, en ce moment, à partir de samedi, c'est animé partout. Nous étions, moi personnellement avec mes amis, nous étions à la Payotte. C'est un taximan qui vient nous avertir, comme quoi il y a la guerre en ville. Alors chacun cherchait sa tête. Donc de 2h05 comme ça, 2h10, jusqu'à Sandavaria, moi je me suis sorti la tête ici à 8h du matin. À l'époque, quand tu arrives à rentrer chez toi, tout le monde crie, tout le monde se lève comme une réception pour toi. Parce que personne ne te croit vivant. Donc ça tirait de tous les côtés.
Peu après le lever du soleil, le 22 novembre, la voix grave du responsable suprême de la révolution retentit. À travers la radio nationale, la population est informée de la situation qui prévaut. Peuple de Guinée, tu es depuis 2 heures du matin, ce dimanche 22 courant, victime dans ta capitale Conakry d'une agression de la part des forces impérialistes. Des bateaux de guerre étrangers stationnent dans tes eaux territoriales après avoir permis le débarquement des mercenaires européens et africains. Le peuple de Guinée se défend et se défendra jusqu'au dernier survivant. Les peuples africains dignes de la liberté défendront à nos côtés la dignité et la souveraineté de notre continent. Les peuples progressistes du monde défendront notre cause, inséparable de leurs propres intérêts et de leur propre droit à vivre dans la liberté et dans la dignité. Prêts pour la révolution. Vive la révolution! La peur est surmontée, l'ennemi est bravé. Les comités d'autodéfense s'organisent. Les jeunes et les femmes se mobilisent. Le rôle joué par Adjama Fori Bangoura est encore dans les esprits. Dans la riposte, les étudiants de l'Institut Polytechnique de Conakry jouent une action héroïque avant les renforts de l'armée venus de la première zone militaire. Cette nuit-là, elle est inoubliable dans nos mémoires. Je peux me permettre de citer quelques camarades qui ont été des braves soldats et qui ont été rappelés à dire. Chef Bibi Toba, Polamou Karamoko, Fode Kaba Kouyaté, Blokis, Bobaka Telivel Yalo, Mamouna Bangoura. Ils ne sont plus de ce monde. J'en frémis parce que nous avons perdu ce jour-là le sous-lieutenant Mara. Il est tombé dans la cour de l'hôpital d'Onka. Nous évoluons vers le Cambouaro, qui était déjà pris depuis la nuit par les mercenaires. Dans un élan patriotique, le peuple de Guinée écrase les envahisseurs. Certains témoins de l'événement se rappellent de la vigueur avec laquelle les masses populaires ont agi. Le 22 novembre 1970, ça nous rappelle la souffrance, la terreur qui s'est abattue sur le peuple de Guinée. Le président Sékou Touré, paix à son âme, il l'a dit, Dieu a sauvé la Guinée, le peuple l'a défendu. Parce que c'est le peuple qui était en armes. L'université était en armes. Ils sont sortis. Sur une journée, le compte était déjà réglé à ces mercenaires. L'agression attribuée au Portugal est condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Plus tard, une chasse aux sorcières est engagée contre les présumés ennemis intérieurs. En 1972, le président Idi Amin Dada de l'Ouganda et Kamanda Wakamanda, alors secrétaire général adjoint de l'OUA, participent à l'inauguration de cette stèle offerte par la Chine à la mémoire des victimes de l'agression 1970. Elle rappelle la détermination des Guinéens à défendre la souveraineté nationale contre toute forme d'atteinte. Merci Magafodé. La date anniversaire de l'agression du 22 novembre a été marquée ce jeudi à Conakry par une conférence de presse organisée par le PDG RDA. Le bureau politique national du parti a mis l'occasion à profit pour inviter les Guinéens au pardon et à l'unité. Yene Yassani, reportage.
48 ans après l'agression du 22 novembre 1970, le PDG RDA et l'association des victimes du 22 novembre ont organisé cette rencontre pour rappeler aux uns et aux autres les visées machiavéliques des ennemis de l'indépendance guinéenne. Nous considérons cette date comme une victoire éclatante face à l'impérialisme qui, pour la énième fois, continue à agresser le peuple de Guinée. Donc, cette célébration est une façon de rendre hommage à nos dévanciers, est une façon de prier pour nos compatriotes qui sont tombés sur le champ de l'immortalité. La Guinée a souffert à la suite de son nom du 28 septembre 1958. Elle a été persécutée. Il y a eu des complots et des complots. Mais le 28 septembre était l'apogée de ces complots. L'agression du 22 novembre 1970 reste ainsi une date mémorable dont le peuple de Guinée se souviendra longtemps. Près de 50 ans après, il s'agit de pardonner pour laisser place à la solidarité et à l'unité nationale pour une Guinée meilleure. C'est une occasion pour nous de lancer un appel au peuple de Guinée à l'unité, à la fraternité, au pardon. Car si nous sommes unis, nous deviendrons forts. Ce n'est nullement la prétention d'être haineux, d'être rancunier. Mais nous devons retracer l'histoire comme ça s'est passé. Chaque peuple a son histoire, nous devons assumer notre histoire. Nous ne pouvons que féliciter cette jeunesse, encourager cette jeunesse et encore une fois leur dire qu'ils doivent continuer leur combat et savoir que le combat ne sera pas facile et ne sera jamais de tout repos parce que les aînés ne se sont reposés qu'une fois dans leur tombe. Sur les 52 points ciblés et attaqués lors de l'agression du 22 novembre, seuls 2 ont pu être investis. Il s'agit du palais de la présidence et la voie de la révolution, actuel RTG Boulbini. Vous aurez, après ce journal, l'entretien de Koloma. Aboubacar Kamara reçoit Elhadj Madifi Yané, ancien ministre de la Sécurité et directeur des services de sécurité à la présidence de la République. L'entretien portera entre autres sur l'agression du 22 novembre et les violences en Guinée. 20 ans après la disparition du Stokely Kamikaël Kwame Touré, les membres de la fondation qui porte son nom célèbrent sa mémoire. Stokely est un Américain noir qui était installé à Conakry avec son épouse Myriam Makeba, chanteuse sud-africaine. Notre reporter Sam Martin revisite le passé de ce panafricaniste et révolutionnaire. Regardez. Kwame Touré, de son vrai nom Stokely Kamikaël, est décédé à Conakry en novembre 1998. Activiste noir américain, ce panafricaniste révolutionnaire a soutenu les mouvements de libération à travers le monde. En 1969, Kwame Touré Stokely s'installe en Guinée avec la sud-africaine Myriam Makeba. Il est conseiller du président Ahmed Sékou Touré. L'homme s'est fait appeler Kwame Touré en reconnaissance de l'engagement panafricaniste de Kwame Nkrumah du Ghana et de Sékou Touré de la Guinée. Guinéen par adoption, Stokely Kamikaël épouse également Mariatou Bari avec qui il fonde une famille de 2 enfants. 20 ans après sa disparition, la Guinée lui rend hommage à travers des expositions et prières. Étant musulman, c'est tout à fait normal qu'on lui fasse une lecture du Coran et qu'on lui fasse des sacrifices. C'est la raison pour laquelle toute la famille Anamia, les amis, les confrères de tous bords sont venus assister à cette cérémonie de lecture du Coran. Que Dieu bénisse le prophète Mohammed et bénisse tous les musulmans. Bokar Biro Touré et Alpha Yad Touré sont des 2 fils laissés par Stokely Kamikaël. La famille est venue se recueillir sur la tombe de l'illustre combattant. Je l'ai connu, il était déjà là. Il avait déjà toutes ces périodes de Black Panthers, de Snake, de Civil Rights. Il continuait. En tout cas, ce qu'il a voulu léguer, c'est que les Noirs, qu'ils soient de l'Afrique ou de l'Amérique ou de l'Europe, devaient se tenir la main parce que ils devaient lutter pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont opprimés pour les mêmes raisons. La deuxième leçon, c'est que peut-être qu'il faut vivre pour des convictions.
Et moi qui vous parle, pour la première fois que j'ai eu une bourse aux États-Unis dans les années 83, on a projeté devant nous les Black Panthers. Quand les Américains se sont rendus compte dans ma classe de PhD que je le connaissais, j'étais vénéré par tous. Ils m'ont interviewé pour me demander comment j'ai approché cet homme, comment j'ai approché ce grand homme. Je leur ai dit que je mangeais avec lui, que je faisais des tournées avec lui. Il m'a amené partout aux États-Unis. Il m'a confié un peu à ces mouvements de droits civiques. Il m'a confié à ces Américains noirs progressistes. L'aura internationale de Stokely Carmichael est partie de sa présidence nationale du comité de coordination des étudiants non violents aux États-Unis en 1966. Une année plus tard, il fonde le Black Panther Party. Dans son combat pour un monde plus juste, l'activiste sera arrêté plus de 30 fois. L'exposition sur la vie de Kwame Touré dure jusqu'au 25 novembre 2018 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et culture, bientôt la salsa, la bachata et la kizomba n'auront plus de secret pour les amoureux de danse. Pendant 3 jours, Conakry va abriter le premier festival international de danse latine du 23 au 25 novembre. Des cours de danse latine seront organisés dans plusieurs endroits de la capitale. Un festival placé sous les auspices d'une ancienne championne de salsa. Un reportage signé Mabinti Laïsouma. Souvenir de Kasumama, l'un des titres phares de Sekouba Bambino, ces amoureux de la danse sont initiés à la danse latine. Ici, pieds et corps bougent à cadence selon les exigences de la salsa et de la rumba. Des chorégraphies réalisées par un banquier passionné de danse latine. C'est fait pour décompresser, parce qu'après une journée de travail, de stress et autres, la salsa, comme je dis, ça soigne tout. D'autres danses latines viendront bientôt enrichir ce cours. Du 23 au 25 novembre prochain, le premier festival international de danse latine va débuter à Conakry. La salsa, la bachata et la kizomba n'auront plus de secret pour les mordus du cha-cha-cha. C'est ouvert à tout le monde, les niveaux seront adaptés en fonction du public. Les professeurs vont faire de l'initiation et du perfectionnement pour ceux qui savent déjà. Tout cela sera organisé, ce sont des professionnels. Ce n'est pas à nous de leur indiquer leur travail, ils savent le faire. J'ai eu la fierté en 2017 et 2018 de représenter mon pays. Je suis allée dans la délégation française en Floride, à Miami. 2000 compétiteurs, 50 nations. J'étais la seule représentante du continent africain et de la Guinée. J'ai choisi de porter les couleurs de la Guinée, de mon pays, en toute fierté pour gravir les marches du podium. Donc l'hymne national guinéen a retenti en Floride et le drapeau guinéen a été présenté à tout ce public et au monde entier. Le festival Latin Africa est le rendez-vous incontournable des danses latines. Pendant 3 jours, des chorégraphies, des spectacles et soirées feront vibrer les mélomanes au rythme de la salsa. Le Festival international de la danse latine, nous y serons. Sport, le Tour cycliste international de Guinée se poursuit à l'intérieur du pays. Ce jeudi, les 36 cyclistes sur 38 ont parcouru une distance de 140 km entre Mamou et Labé qui constitue la 2e étape. C'est le ministre de la Culture qui a lancé cette course à Késidougou. Voici le reportage de Ablaï Kamara et Ablaï Yalou. La Guinée renoue avec la fête du vélo. D'où l'organisation de cette 8e édition du Tour international avec la participation de 7 pays de la sous-région, dont la Guinée, dotée du trophée de la paix. C'est le ministre en charge des sports qui a donné le coup d'envoi de cet événement sportif au quartier Korodou dans Késidougou. Notre pays est sur orbite parce que nous lançons le Tour cycliste international de Guinée 2018. Donc je souhaite la bienvenue à tous les cyclistes africains. Je leur souhaite bonne chance. Je prie le Tout-Puissant Allah qu'il y ait moins de dégâts et que le meilleur gagne. Commencer le 8e tour du Tour cycliste international de Guinée par ma région me fait dégager un sentiment de satisfaction. Mais ce tour, c'est autour de quoi? C'est autour
tour de la paix en Guinée, la paix dans la sous-région. Ce tour est un appel à la cohésion entre tous les pays, à la cohésion entre toutes les populations. Pour le compte de cette première étape, entre Kissidougou et Farana, sur une distance de 143 km, le parcours a été couronné de succès sur le plan sécuritaire. À la première étape, c'était phénoménal, vraiment du jamais vu. Elle a réussi à boucler le circuit de 143 km. Vraiment chapeau à nos amis de la sécurité de la Guinée. Ils ont reçu, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu d'incident, il n'y avait aucun véhicule sur les 143 km Kissidougou à Farana. Bravo à la fédération guinéenne de cyclistes. Le tour ne fait que commencer. Koulibaly, c'est un coureur que l'on connaît, qui a déjà été leader autour du Mali. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ce qui est un peu dommage, c'est que les coureurs burkinabés, ivoiriens, sénégalais derrière n'ont pas su répondre. Donc ils terminent avec un avantage assez conséquent. Mais maintenant, pour l'équipe du Mali, il va falloir essayer de défendre le maillot sur les prochaines étapes. Et ça va pas être évident pour eux. Au sprint final, Birama Koulibaly du Mali est arrivé premier après son échappée à 40 km de l'arrivée avec un chrono de 3 heures 37 minutes 11 secondes. Il est suivi du Burkinabé Bassirou Nikema qui a fait 3 heures 40 minutes 14 secondes. L'Ivoirien Bassirou Conté a complété le podium en 3 heures 40 minutes 15 secondes. Pour rappel, 2 cas d'abandon et une blessure légère ont été signalés. Après le transbordement à Mamou, les cyclistes reprennent la route ce jeudi pour l'Abbé sur une distance de 140 km. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.